Madame, Monsieur, nous revoilà encore pour une deuxième émission avec maintenant le candidat bienvenu Éric Moro-Nguema. Avec lui, donc, nous allons voir le profil de la nation gabonaise qu'il veut avoir donc, ou qu'il veut mettre à la disposition de l'ensemble de la population gabonaise le 30 août prochain s'il est élu président de la République. Alors, son programme de société, son programme, autant pour moi, se limite à une phrase, pas qu'il se limite à une phrase, mais est synthétisé dans une phrase, redresser et rassembler au-delà de nos idées pour gouverner ensemble. Alors, bienvenue Éric Moro-Nguema, bonsoir. Bonsoir. Bien, malheureusement, vous ne nous avez pas fait parvenir à temps donc, votre curriculum vitae. Nous allons vous prier justement de décliner cet aspect de votre personnalité qui est très important à l'ensemble de la population gabonaise qui vous regarde en ce moment. Vous avez la parole. Merci. Bonsoir d'abord à chacun d'entre vous. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Mon curriculum vitae, normalement, a été transmis au ministère de la Communication. Maintenant, s'il fallait le refaire naturellement, je suis disposé. Je suis né un certain 21 septembre 1965 à Libreville, au Gabon, où j'ai fait mes études primaires et une partie de mon secondaire, et ensuite parti en France le continuer, et fait toutes mes études secondaires, une partie du secondaire universitaire principalement en France. Et je suis sorti diplômé architecte de l'école d'architecture de Paris La Défense, où je suis architecte des PLG. Et ayant terminé mes études en 1997, je suis rentré au Gabon et travaillé dans un bureau d'études d'architecture. Depuis 1999, j'ai été à mon compte. J'ai ouvert l'agence d'architecture qu'on appelle Architecture Moro Technologie, à laquelle je suis responsable et gérant, et qui aujourd'hui est une agence d'architecture qui travaille, qui emploie aujourd'hui une douzaine de personnes, et pour laquelle certaines œuvres de notre bureau d'études de mon architecture sont en train de voir le jour. Moro-Nguema est marié, père de 2 enfants, qui sont des garçons. Voilà. Bien, merci donc de nous avoir décliné ces traits qui vous concernent, bien entendu. Alors, on va rentrer de plein pied dans ce débat. D'abord, je voudrais vous dire que vous allez être interviewé ici par Marinette Ngonga en ce qui concerne donc la politique. Et l'économie, c'est Martial Chibinda, juste en face de vous. Enfin, plutôt le social, c'est Martine Piti. Et la culture et le sport, c'est Tite Denis Nkomo qui se chargera de vous poser quelques questions là-dessus pour avoir des éclaircissements par rapport à votre projet de société. Et la diplomatie, en ce qui concerne donc les aspects, je veux dire, internationaux et sous-régionaux, c'est Sylvestre Mundunga. Alors, je vais vous poser, avant de commencer avec Marinette Ngonga, juste, je fais un constat. Hein. Le Morena, c'est finalement une dynastie de père en fils. Hein. C'est ce qu'on reproche un peu à Ali Bongo Ondimba, qui va succéder certainement à son père. Mais vous, c'est aussi le même cas là, dans le Morena. Qu'est-ce qui explique tout cela? Il n'y a pas d'autre cadre qui pourrait prendre la tête de ce parti politique? Alors, je tiens d'abord à vous dire que si vous avez pris part et cause et effet pour M. Bongo Ondimba, et que c'est ainsi qu'il faut y commencer votre débat, je ne souhaite pas parler de lui. Allez-y, je vous écoute. Alors, pour ce qui me concerne, je suis venu ici exposer à des Gabonais et des Gabonaises la vision qui est la mienne pour ce pays. Et je ne pense pas qu'il faille voir les choses de manière, à la manière à laquelle vous la présentez. C'est une vision, je pense, manichéenne, qui est un peu faussée. Ce qui s'est passé, parce que peut-être vous avez de temps en temps et volontairement une particulière manière de voiler les choses, surtout quand vous les présentez à l'opinion publique, et vous utilisez ce genre d'argusties qui sont totalement faux. Et donc je me permets de vous corriger. Je me permets de vous corriger parce que je souhaite avoir, en tout cas, m'exprimer devant des Gabonais en leur présentant les choses justes. La République gabonaise et la démocratie de notre pays ne s'est pas constituée comme ça. Et les terminologies de dynastie, je ne les pense pas comme ça non plus.
J'ai été sur un plateau, un des premiers à dire que la République gabonaise, on ne parle pas de succession dans un langage républicain. Je pense qu'il faudrait connaître les terminologies qu'il faille étudier et utiliser, je veux dire, quand on est en République. Donc, je me permets de vous redire encore là-dessus qu'il n'y a pas de dynastie et c'est des termes qui sont impropres et pour moi, je ne les partage pas. Maintenant, ce qui s'est passé, si vous voulez savoir, à la question que vous posez, comment se fait-il que, par exemple, aujourd'hui, le parallélisme des formes peut être constaté qui amène à ce que, dans un parti politique qui a été mis en place par quelqu'un, c'est un fils qui vient à être représentant encore, peut-être, de cette même idée. Pour ce qui me concerne, ce parti politique, moi, je suis rentré au Gabon en 1997. J'ai trouvé un ensemble de personnes qui travaillaient autour de ce parti et qui, depuis un moment donné, en fait, avaient pris comme principe de ne faire qu'une espèce de politique du ventre. J'ai été au cœur des activités politiques de mon défunt père et j'ai suivi le parcours qui a été le sien à partir de Libreville au Gabon où en 1981, les événements de la gare routière avaient pris le corps. J'ai été tellement dedans qu'en 1981, j'étais encore au lycée technique. Quand il est parti en France, j'ai été du groupe des enfants qu'il a amené en France le suivre. Et j'ai été en France autour de lui et près de lui, les vu subir et souffrir dans sa chair la façon dont il fallait se battre pour recouvrer la liberté et la démocratie dans notre pays. À ce moment-là, c'était l'action du mouvement de redressement national. Et à ce moment-là, d'aucuns des Gabonais avaient été emprisonnés injustement. Et vous vous souvenez bien de l'histoire de M. Oyonaba, Moubaba Ziengi, Obiang Etougué et les autres. Je pense que cette histoire ne vous a pas échappé de comprendre que c'était une période très difficile et qui m'a amené, en fait, très jeune, à être près de mon père. Je suis donc arrivé en France et en grandissant autour de ces personnalités, d'autres personnes se sont jointes à mon père, notamment quand il a commencé, il a fallu développer la lutte, c'est-à-dire l'ancien père Mbabesol, le ministre aujourd'hui Mbaobam, et d'autres qui étaient avec nous en France pour mener cette lutte pour la démocratie et la restauration de l'instauration de la démocratie au Gabon et la libération des prisonniers politiques. Vous voyez, le Morena, c'est ça. C'est-à-dire quand on a été au cœur d'une activité, quand on a été au cœur d'un mouvement, quand on a été au cœur... Ça n'est pas un simple remplacement pour venir dire que tiens, je le prends. J'ai voulu simplement expliquer cette histoire. Et aujourd'hui, je suis en train de constater que beaucoup de jeunes morénistes ont bien compris cette histoire et la comprennent de plus en plus. Et parce que je l'explique. J'ai mis du temps à l'expliquer. En tant que Gabonais, je peux vous dire que j'aurais pu très bien ne pas m'exercer à venir faire cet exercice de style devant vous et rester totalement anonyme. J'exerce un métier passionnant qui est un métier intense en termes d'activité et qui aurait pu me faire ne même pas se faire connaître par ce milieu. Mais j'ai jugé utile à un moment donné de ma vie de le faire parce que, comme on dit, le service vous appelle et j'ai constaté au Gabon qu'il y avait une méconnaissance de la mémoire des hommes, des actes que les uns et les autres ont posés. D'où la nécessité pour moi de bien expliciter ce travail. Et je pense que ce travail a bien repris et rassurez-vous, pour moi, je pense que j'ai déjà atteint le niveau pour lequel je voulais que les choses soient comprises parce que les Gabonais l'ont comprise. Et beaucoup de Gabonais l'ont comprise et ont adhéré massivement déjà à ce mouvement de redressement national. Cette histoire, quand on peut trouver un parallélisme des formes parce qu'un enfant et dans une certaine famille et un autre se retrouve à être en parallèle, c'est ce qui se passe malheureusement entre crochets si c'est un malheur, parce que pour moi je pense que c'est un bonheur, quand on a eu des parents, des hommes de haut niveau et qui sachent léguer les choses. C'est un principe naturel pour lequel il ne faille pas là-dessus opposer un quelconque débat. Et je ne pense pas qu'il soit là aujourd'hui un débat autour d'une quelconque succession. Je ne débat pas là-dessus d'une succession. Je peux vous dire que dans le parti politique qui est le mien, beaucoup de membres de ma famille n'y adhèrent pas et ne sont pas d'accord forcément avec moi. Et dans ce parti politique, tous ne sont pas forcément en accord avec moi. Et que nous partageons certaines idées et que quand j'ai été investi, le président qui est juste à côté de vous, du parti, nous avons discuté et lui-même en a tiré les conséquences par rapport à la nécessité aujourd'hui de me voir à la tête lors de l'investiture. Je pense que sur ce point de la... Monsieur Mathieu Koumba, parce que c'était peut-être une espèce de petite nébuleuse, de la raison pour laquelle j'ai été positionné à ce moment-là candidat à l'élection présidentielle et où vous avez trouvé un parallélisme des formes, je pense que c'est quelque chose qui est arrivé un peu comme un hasard. Pour moi, c'est un pur hasard. C'est vrai que les choses se ressemblent, mais c'est un pur hasard et l'histoire peut bégayer. Bien, alors bienvenue, je suis très content que vous ayez souri au dernier, je vais dire au dernier passage
de votre intervention, même si de toutes les façons vous avez sorti les gonds tout à l'heure. Mais je pense qu'il était important pour vous justement d'expliciter tout cela aux populations gabonaises parce que c'est des préoccupations qui sont fondamentales dans l'arène politique de notre pays. Et vous comprendrez pourquoi j'ai posé cette question. Merci encore pour le sourire, mais j'élimine tout le reste, il n'y a pas de problème. Et on va rentrer dans la politique tout simplement avec Marinette Ngonga qui va vous poser quelques petites préoccupations. Bonsoir, Monsieur Moreau. Bonsoir. Dans vos propos liminaires, la question de la liberté est souvent revenue, la liberté et la démocratie. Cela m'amène tout de suite à vous poser la question de savoir si vous pensez que l'ossature constitutionnelle actuelle permet une véritable expression démocratique au Gabon. Je pense que, merci à votre question, et je veux simplement dire que l'expression de la liberté est fondamentale pour le développement d'un pays et de chacun d'entre nous. Et quand il est donné aux uns aux autres de continuer à chercher à le parfaire, je pense que c'est quelque part des raisons qui nous démontrent qu'il n'est pas encore parfait. Et il faut le parfaire. Les pères fondateurs du redressement national de notre pays, je rappelais un peu l'histoire ici, qui se sont battus pour certaines notions de liberté, avaient constaté qu'à un moment donné, cette liberté se perdait ici, dans notre pays. Il ne faut pas oublier l'histoire. C'était au bord de mer, là, au niveau de Hollando. On a eu à mettre dans la tête des Gabonais des balles. On a eu à tirer des Gabonais. On a oppressé des Gabonais à un moment donné. Et donc quand ces gens, ces pères fondateurs du mouvement de redressement national, j'aime de temps en temps à rappeler cette histoire, c'est parce qu'ils ont fait un travail important. Et les libertés sont fondamentales. Je pense que dans toutes les nations, c'est ce qu'on retrouve comme dénominateur commun, les grandes luttes de liberté. On revoit ça aux États-Unis, on le voit en France, on se souvient de ça. Et je pense que toutes les nations se construisent autour de ces valeurs de liberté à travers les grands droits fondamentaux des droits de l'homme et universels et qui permettent à ce que chaque peuple vive vraiment en harmonie avec son milieu et en harmonie avec sa civilisation. Et je pense qu'on n'a pas mis au monde un homme ou une femme qui doit venir subir l'autre. Et je pense que Dieu nous a donné le droit de vivre en harmonie et nous devons nous battre tous les jours pour parfaire cette harmonie. C'est ça, effectivement, ma supplique revendication et qui amène que tous les jours, effectivement, la liberté soit au cœur de mes préoccupations. Est-ce que cela signifie que l'ossature constitutionnelle actuellement permet une véritable expression de la démocratie? Vous savez, elle ne se décrète pas, la liberté. Elle ne se décrète pas. Et la liberté, on la vit. J'ai dit ces derniers temps que quand je fais l'analyse psychanalytique du comportement humain gabonais ces derniers temps, j'ai découvert comme ça, en lisant Freud, Charcot, j'ai découvert comme ça en lisant mes mémoires, en regardant un certain nombre de choses, que ce que j'ai appelé le syndrome de Stockholm, qui est aujourd'hui un autre sida, qui est plus fort que le sida, mais qui, il me semble, couve sur le Gabon comme une espèce de chape de plomb, qui amène tout le monde aujourd'hui. Le syndrome, comment vous l'avez appelé? Essayez d'être un peu plus... Le syndrome de Stockholm? Voilà. Nous, on peut comprendre, mais ceux qui vous suivent ne vous adressez à un auditoire qui est important. C'est un psychanalyse. C'est un syndrome, donc le syndrome de Stockholm, est ce phénomène qui permet à ce que... En fait, qui vous amène à un moment donné à être en amour, ou tomber amoureux, ou aimer votre bourreau, celui-là qui vous a martyrisé longtemps, tellement que la douleur a été intense et longue. Vous finissez par accepter que celui-là qui vous fait du mal tous les jours, vous pouvez vous aimer et vous embrasser. C'est un peu ça. C'est-à-dire que ça se produit à un moment de conscience et où on le donne à dose homéopathique. Donc on vous donne à dose homéopathique la souffrance et à un moment donné, c'est ce phénomène qu'on obtient. J'ai l'impression que c'est ça, parce que je l'ai observé. En observant ça, on arrive à le voir que quand on est à l'extérieur du Gabon ou quand on est à l'extérieur de tout ça, moi j'ai grandi où j'ai peut-être eu la chance de vivre dans des pays libres et démocratiques, je sais que les psychanalystes le voient bien quand on est situé dans une autre sphère de situation. Donc il faut être détaché un peu de votre environnement pour bien le voir et bien le percevoir. C'est un mouvement particulier et patent. Est-ce que vous êtes blessé dans votre chair? Permettez-moi de le dire. Je suis blessé parce que ça me touche et parce que je pense que c'est l'état de conscience qui amène à ce qu'on le répare. Alors comment il se soigne ce syndrome de Stockholm? Par l'état de conscience. Quand vous prenez conscience qu'attention, plane sur nous ce syndrome de Stockholm qui vous amène à agir comme des moutons de Panurge. Oui, Monsieur Moreau,
Je vous avais fait état du combat que vos prédécesseurs ont mené. Vous avez fait allusion au défunt Oyonaba, paix à son âme, au défunt Adrien Guémondo et bien d'autres personnes. Paix à son âme également, et bien d'autres personnes. Mais nous sommes arrivés en 1990. Oui. En 1990, on a prononcé un discours démocratique qui a mené à cette liberté du pluralisme politique. Et pour asseoir cela, il y a eu certaines institutions constitutionnelles qui ont été mises en place en vue de réguler cette action. J'entends par là le Conseil national de la communication qui a été créé en vue de réguler les communications politiques pour mettre sur le même pied d'égalité tous les acteurs politiques en matière de communication. Je fais également allusion à la Cour constitutionnelle qui gère également des contentieux politiques et bien d'autres en ce sens-là. Et le Conseil économique et social qui a été également mis en place pour permettre à la société civile de s'exprimer en matière démocratique. Ces institutions existent aujourd'hui. Moi, je vous demandais, est-ce que réellement ces institutions jouent leur rôle en matière démocratique pour penser qu'aujourd'hui, on peut dire que cette ossature permet une véritable expression démocratique? Alors, je vais vous recouper, si vous voulez, je vais encore vous donner une métaphore simple. Oui. On dit tout simplement que peut-être trop d'institutions tuent les institutions ou tuent la démocratie. Oui. Je pense que le mouvement de redressement national a été au cœur de la volonté de la mise en place de ces institutions. Un de vos collègues journalistes d'une chaîne très connue, un jour est venu me voir au QG du parti et m'a posé la question, votre projet de société et tout, chaque fois. Je lui ai dit, mais monsieur, nous vivons tous à l'ère du mouvement de redressement national, dans le projet de société du Morena. Parce que c'est depuis 1981 que ce parti, que ces 5 mousquetaires et d'autres s'étaient engagés pour amener notre pays vers la démocratie et la liberté d'expression. Et à côté de dans leur discours, que disaient-ils ces gens? Et quand ils étaient en France, surtout, notamment mon père, et les autres qui étaient avec nous à Paris, je les ai cités tout à l'heure, c'était de libérer les prisonniers politiques, de restaurer la démocratie et de mettre en place de nouvelles institutions et de participer aux premières élections. Mais la mise en place d'institutions devait être également un mécanisme qui permette au fur et à mesure, dans un apprentissage régulé, de leur compréhension de ces institutions. Il ne faut pas directement aller copier et coller n'importe quoi. C'est vrai que ça existe en France ou dans d'autres pays, surtout en France qui est notre référence. Mais il ne faut pas aller directement tout prendre et directement tout poser. Là encore, vous n'avez pas encore solutionné le problème des Gabonais. Il faut peut-être prendre un à un, le faire comprendre, ou 2 à 2, et faire comprendre la mécanique des institutions dans une bonne régularisation. Qu'est-ce que vous prendrez, vous, pour que les populations gabonaises vous suivent très bien? Qu'est-ce que vous prendrez, par exemple? Quelle innovation que vous apporterez? Dans la mise en place des institutions. Mais déjà, vous savez, le Morena a constaté que la pléthore d'institutions nuisait. Regardez par exemple le Conseil national de la démocratie. C'est aussi une institution. Bon, il y a des choses à gommer. Il y a des institutions certainement à renforcer et à faire comprendre. Je pense que dans la mécanique de la compréhension de la démocratie et de la régulation de la démocratie dont parlait Madame, il y a nécessité également d'informer et de former des Gabonais à leur compréhension, à leur mécanique. Donc, c'est ce dont il s'agit. Maintenant, le parti qui est le nôtre, la vision qui est la nôtre, a été toujours une vision de construction d'un environnement solide et périn, et qui partait et qui obéissait forcément également à une mise en œuvre, j'ai envie de dire, les Américains disent étape par étape. Alors, cette étape par étape, il fallait d'abord mettre en place une Assemblée nationale, qu'on comprenne le rôle de l'Assemblée nationale, et qu'il ne fallait pas peut-être tout de suite se précipiter à construire un Sénat. Parce que d'aucuns aujourd'hui peut-être ne comprennent pas ce que c'est qu'un Sénat à côté d'une Assemblée nationale. Et du coup, on trouve que, par exemple, c'est superfétatoire. Or, elle est utile en France, qui est une vieille démocratie. Elle est utile aux États-Unis, qui est une vieille démocratie. Mais le fait que notre démocratie n'a pas encore pris corps et que des gens ne comprennent pas encore, nous avons l'impression qu'on veut juste aller caser ses amis. Et pourtant, c'est une institution qui marche très bien en France.
Parce qu'à un moment donné, quand vous vieillissez ou quand vous rentrez dans un autre âge, on a besoin de sages, on a besoin d'une autre lecture et on comprend son utilité. Chez nous, par exemple, beaucoup n'ont même pas encore compris le rôle ou le fonctionnement de l'Assemblée nationale, que tout de suite vous complexifiez encore la chose, tout de suite un Sénat, et après vous recomplexifiez encore, vous amenez encore une autre, après vous recomplexifiez encore, après ça fait une pléthore, après le résultat c'est qu'on n'y comprend plus rien du tout. Et concrètement, qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Mais écoutez, dans la vision qui est la nôtre, le Morena par rapport aux institutions, nous n'avons pas observé les choses de cette manière. Je pense que notre manière de voir les choses est de commencer encore par plus haut. Il existe un certain nombre d'institutions prioritaires dans le développement, dans la compréhension de la démocratie de notre pays, notamment l'institution du président de la République et bien entendu la représentation nationale. Au niveau de la représentation nationale, il y a une nécessité aujourd'hui de renforcer la représentation nationale par une possibilité, une obligation tout au moins pour laquelle nous nous sommes donnés comme principe, de faire à ce que par exemple le député ne soit plus issu ou élu en fonction de là où il est originaire, mais que n'importe quel Gabonais puisse être élu député. Et qu'est-ce qui vous amène à prendre cette décision? C'est pour renforcer l'unité nationale et la compréhension de l'environnement national, de comprendre le rôle d'un député, qui est un représentant du peuple et qui fait un travail pour les peuples. Parce qu'aujourd'hui, le député qui va être, admettons vous êtes originaire de Langounier, mais je ferai tout que vous ne puissiez jamais être, du moins, je m'efforcerai à demander à ce que vous puissiez être élu dans le Haut-Ogooué ou dans le Okonja. Et c'est là-bas où vous irez aider des Gabonais et des Gabonaises. Ça ne sert à rien que vous soyez député dans votre localité que vous connaissez. Et dans la nécessité de nous raffermir, de nous connaître, c'est ça. Mais ça, c'est la deuxième institution. Mais la première des institutions, pour moi, c'est la présidence de la République. Nous avons pensé dans nos projets de société d'écourter le mandat présidentiel. Parce que la fonction présidentielle, nous avons mis, je pense que vous avez lu notre projet de société. Oui, vous avez dit que vous ramenez ce mandat au nombre de deux mandats pour 3 ans. Non, j'ai dit que c'est un mandat de 3 ans. Oui. Et si on peut renouveler, c'est un deuxième mandat de 3 ans et ça s'arrête là. Parce que je pense qu'il est important de savoir que le président de la République, la fonction de président de la République n'est pas une pérennité. On ne vient pas pour faire sa vie à la présidence de la République. On amène à cette fonction quelqu'un qui est capable d'amener notre pays. Et ça doit se faire avec une certaine intensité, un certain dynamisme. Vous voyez aujourd'hui le renouvellement rapide en France et l'accélération du monde qui s'est passé en Occident, notamment en Russie, notamment en Europe, en France et aux États-Unis. Une certaine jeunesse. Alors dans ces pays, qu'est-ce qu'on a? Les États-Unis ont un mandat de 4 ans. La France, 5 ans. En faisant la moyenne, moi je pense que d'abord le Gabon, avec sa taille et son industrie ou son développement, je ne vois pas pourquoi on va prendre un mandat de 7 ans. C'est trop long. Et même concernant des réformes constitutionnelles, vous parlez également de l'institutionnalisation d'une présidence rotative. Qu'est-ce qui vous amène à prendre cet engagement? Alors, il y a aussi là-dessus, vous savez, toujours dans la recherche de la nécessité, vous savez, nous sommes encore ancrés dans une espèce de... et je pense que c'est avec modularité qu'on va arriver là. Le Gabon est très ancré encore avec toutes ces notions ethniques, tribales, qui ne sont pas mauvaises, qui sont la diversité et la richesse de notre pays. Et que c'est tout à fait légitime et normal qu'une province aussi se dise que tiens, voilà, les originaires de chez nous, nous avons l'impression qu'ils ne viennent pas d'ici. Il y a aussi quelque part cette petite dose de géopolitique pour laquelle le président défunt avait souvent su utiliser et qui n'est pas quelque chose de mauvaise. De savoir que si on n'arrive pas, parce qu'à un moment donné, on peut arriver à une espèce de blocage qui va faire qu'une seule province, par exemple, va absorber la durée de mandat, de vie à la présidence et effectivement, ça va donner l'image de ce que vous avez dit tout à l'heure, d'avoir une espèce de dynastie qui s'installe et qui est forcément toujours originaire d'une seule et unique province. Mais en revanche, la possibilité, tout au moins pensée et acceptée par les autres Gabonais, d'avoir un président qui puisse être élu d'une province, que ça soit accepté. Il faut savoir par exemple que bon, c'est possible et que d'accepter un président qui puisse être issu d'ailleurs, si nous n'arrivons pas à le faire à travers l'élection. Ce qui m'a amené à faire ça, c'est quoi, madame? Vous avez vu la typologie. Nous sommes un petit million d'habitants.
Et nous sommes incapables d'organiser une élection transparente et claire. À chaque fois qu'il y a les élections dans notre pays, une petite localité qui a 200 habitants passe à 800 habitants. Et qu'est-ce qui conduit à cela selon vous? C'est le bourrage des urnes. Et c'est d'aucuns qui veulent rester là, d'aucuns qui veulent pérenniser leur règne, d'aucuns qui pensent qu'il n'y a que eux qui doivent rester là. Ce n'est pas que le président de la République, c'est aussi parfois certains députés, c'est aussi parfois d'aucuns qui se disent « Ah, moi je veux rester là éternellement ». Je vais vous dire, moi je suis élu du canton Quié. Enfin, du moins, je ne suis pas élu du canton Quié. C'est un lapsus. Oui, parce que je suis de ce canton, je voulais Non, apporter... je disais que j'ai voulu être un élu du canton Quié Oui. et je suis du canton Quié. Oui. Dans ce canton, il y en a qui sont restés très longtemps et qui pensent qu'apparemment, ils doivent prendre leur retraite à l'Assemblée nationale. Oui. Et d'aucuns, parfois, justement, leur disent ce n'est pas bon. Et ils font tout pour y être, pour s'accrocher à ce poste. Et j'ai eu récemment la révélation de certaines personnes qui m'ont dit « Ah tiens, monsieur Moreau, lors de la dernière élection, c'est vous qui avez gagné le canton Quié, mais il fallait laisser passer un vieux. » Alors quand on me dit ça, j'ai rigolé. J'ai dit « Bon, c'est très très bien. Maintenant que vous m'avez dit ça, ça me soulage. Je savais qu'avec un investissement et les moyens que j'avais mis pour ma candidature au canton Quié en 2006, oui, que j'étais pas très loin. Vos réponses m'amènent à vous poser cette question. Monsieur Moreau, au soir du 30 août, vous êtes élu président de la République gabonaise. Quels seront les signaux forts que vous allez donner à l'endroit du peuple gabonais pour les rassurer en matière démocratique? En matière démocratique, c'est ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, c'est que immédiatement élu, je proposerai d'abord une réforme de la Constitution pour la durée du mandat présidentiel que j'ai proposé. Oui. C'est-à-dire immédiatement leur dire que je ne veux pas rester 7 ans. Mais 3 ans. Mais je veux rester 3 ans. À commencer par moi-même. Et en 3 ans, vous allez pouvoir exécuter votre programme de société. Je vais avoir 3 ans. Ils vont me juger d'abord dans les 3 ans. Oui. Une fois me juger dans les 3 ans, je demanderai s'ils veulent me reconduire 3 autres années. Oui. Mais je ne ferai pas 7 ans. Et parce que j'ai un métier qui me plaît et dont je ne pense pas que je ferai ma carrière à la présidence de la République et que j'aurai bien d'autres choses à vouloir faire. J'ai envie de construire réellement ce pays sur la forme et sur les aspects. Mais monsieur Moreau, vous permettez, s'il vous plaît, 3 ans, ce n'est pas quand même suffisant pour un président de la République pour réaliser les routes, pour réaliser les hôpitaux, etc. etc. Mais non. Vous allez passer d'abord le temps à vous faire connaître. Alors, je vais vous dire. Oui, allez-y. Ça n'est pas dans un pays, ça n'est pas le président de la République qui travaille. Dans un pays, ce n'est pas le président de la République qui travaille. Le président travaille avec une équipe. C'est donc des techniciens qui sont alloués à ça. Et après, il y a une continuité de l'administration. Un président est là pour venir mettre les choses sur les rails. Donc, je viens pour mettre le pays sur les rails. Et dès que le pays est mis sur les rails dans ses grands principes, qui pourront être solides, je pense que d'autres qui voudront venir continuer la même chose, je mets en place une mécanique qui devra après se pérenniser. Je pense qu'en 3 ans, regardez le mandat du président américain, c'est 4 ans. Entre le Gabon et les États-Unis, quel est le pays qui est le plus grand en termes de superficie? Vous connaissez la taille des États-Unis? Mais ce n'est pas la même organisation. Non, mais, et la France? Ce n'est pas la même organisation. Regardez, il s'agit de la gouvernance. Maintenant, là, vous rentrez dans un autre domaine. Je vous ai dit, l'administration, elle est permanente. Je parle et le mandat présidentiel, il peut durer 4 ans, 3 ans. En 1 an, vous allez mettre en place les grands principes et les grandes actions. J'ai dit, j'ai un rêve pour mon pays. Le rêve que j'ai pour mon pays, c'est celui-là que j'ai essayé de poser dans ce document qui est redressé et rassemblé au-delà de nos idées pour gouverner ensemble. La volonté de redresser, je pense que nous sommes dans ce mouvement de redressement où d'aucuns aujourd'hui l'ont exprimé et nous y sommes encore. Et que rester longtemps ou demeurer au pouvoir n'est pas une finalité pour moi. Je dis bien là-dessus qu'un président de la République a une mission dynamique importante. Et cette mission dynamique, elle dure 3 ans. Je dis, si elle doit se continuer, pour peut-être que d'aucuns se disent que ce travail a besoin d'être continué par moi, ils m'accorderont un 2e mandat. Et encore, si je suis d'accord moi-même. Parce que je vous dis, 1 an pour moi, 3 ans pour moi, suffisent à mettre le pays dans les rails et dans les grands principes. Marinette. Ok, monsieur Moreau, j'espère que vos électeurs vous ont suivi et vous ont bien compris.
Et vous aviez dit que, que l'effectif des membres du gouvernement sera revu à la baisse. Pourquoi cela? Qu'est-ce que vous dénoncez actuellement, ces effectifs? Madame, s'il vous plaît, vous savez, tous les jours, les Gabonais et les Gabonaises nous voient vivre. Moi, je suis architecte. Des Gabonais parfois me confondent, ils pensent que tout le monde touche dans les caisses de l'État et mange et grossit en pillant dans les caisses de l'État. Mais moi, je suis gros. Est-ce que j'ai... Non, non, je ne sais pas ce que vous avez fait, hein, monsieur Macron. Allez-y. Non, mais bon, pour dire que les Gabonais nous regardent. Et tous les Gabonais nous disent toujours que l'administration est bien traitée. On les traite bien dedans. Mais en fait, finalement, on constate que l'État est dispendieux. Ça veut dire? Il faut réduire le train de vie de l'État. Et que ça ne reste pas un vain concept. Oui. Parce que d'aucuns le disent, réduire le train de vie de l'État. Chaque fois, on le dit. Et que pour moi, la possibilité de ne pas avoir 50 ministres à un conseil de ministres, c'est aussi parce que j'obéis à ce qui s'est passé en France. Moi, j'ai comme référence, excusez-moi du peu de souvent rappeler peut-être la France, j'ai un petit souci, hein, et c'est peut-être mon petit défaut, de beaucoup parler de la France, parce que bon, j'ai ma moitié de vie. Nous vous le concédons, M. Moreau. Voilà, en fait, j'ai vécu la moitié de ma vie là-bas, une autre moitié de vie ici. Ça fait une somme d'expérience. Voilà, donc ça fait que mes références, c'est surtout ces pays-là, et qui me permettent aujourd'hui de comprendre comment les autres font. Donc le bon copier-coller, j'aimerais le pratiquer, c'est ce que je fais, et mes savoirs à les prendre. Oui. Et j'aime ma culture, et je veux l'appliquer au Gabon. Mais je sais que quand, par exemple, le tout nouveau président français a été élu, c'est un gouvernement de 15 ministres. Alors nous sommes plus nombreux que les Français. Vous connaissez la population française, vous? Il est estimé à 70 millions, M. Moreau. Alors quelle est l'action qui fait que soudainement, nous, ici, on est 70 ministres? C'est vous, l'homme politique, qui avez la réponse à cette question. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que je pense que nous avons besoin de, en fait, 12 ministères et 20 ministres. Oui. Marinette, on va poursuivre. Oui, M. Moreau, mais quel regard portez-vous sur la gestion du système administratif au Gabon? Eh bien, la gestion administrative du Gabon, madame, je vais vous dire que j'ai entendu beaucoup de Gabonais et de Gabonaises se plaindre à l'orée de leur départ à la retraite, ou d'aucuns repoussent l'âge de la retraite parce qu'ils ne sont pas contents de ce qu'on va leur reverser, ou parfois les cotisations dues à leur travail effectif ne seront pas rassurées. Et beaucoup, au fur et à mesure, vous avez vu ce phénomène, c'est à Libreville que j'ai vu, en fait, au Gabon, on rétrécit l'âge. D'aucuns ne veulent pas aller, ils ne veulent pas vieillir. Rétrécir l'âge, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, vous savez très bien, ils changent leur acte de naissance. Comment cela se fait du point de vue administratif? Ça veut dire que vous posez la question? Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Mais vous en parlez, M. Moreau. Non, mais c'est un phénomène qui est ici. Et comment vous allez faire pour pouvoir le circonscrire? Oui. Mais alors, vous savez, c'est très facile. L'informatique a permis aujourd'hui à tous les pays de se développer, mais nous ne voulons pas bien utiliser cet outil. Et c'est cet outil également qui va me permettre de développer et de comprendre aujourd'hui quand on va atteindre le domaine de l'emploi. Il y a quelqu'un qui va parler avec l'emploi ici ou pas? Bien sûr. Bon, c'est ce système également qu'on aura à utiliser dans notre façon de donner à tous les Gabonais du travail. Aujourd'hui, dès la naissance, l'état civil doit être informatisé. Dès qu'un enfant est né, nous devons avoir une base de données qui conserve notre mémoire et notre fichier des naissances et des morts. Ça permettra également, en utilisant ce même fichier, parce que si au Gabon, on n'a pas la possibilité de bien stocker nos archives, vous savez aujourd'hui, les États-Unis, à la Silicon Valley, c'est là-bas où on a le grand ordinateur, capable de louer des espaces et de stocker sa mémoire éternellement. Je dis bien éternellement. Et donc, on a la possibilité aujourd'hui de retrouver dans ces pays. Eux, ils retrouvent des gens qui sont même nés en 1300. Vous, au Gabon, on n'arrive même pas à retrouver des fichiers des gens qui sont nés en 1930. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Dommage. Et alors, mais je pense qu'aujourd'hui, avec l'informatique qui nous est venue de ces pays, il faut savoir la mettre en application dans notre pays. Et je pense que l'outil informatique nous permet d'avoir cette bonne mémoire, capable de nous ressourcer et de nous retrouver. Donc le fichier des naissances et des morts croisés nous permettra de savoir exactement que quelqu'un qui est né
en 1930. Il est effectivement né en 1930 et que s'il fait un autre acte de naissance, ça ne sera pas possible. Voilà à peu près la solution. Donc ça ne sera pas possible. Il ne pourra pas aller changer quelque chose qui est déjà rentré une fois en machine. Oui, Monsieur Moreau, mais est-ce que vous pouvez... Oui, c'est justement la dernière. C'est la dernière. Est-ce que vous pouvez dévoiler vos visées sur la bonne gouvernance? Mais la bonne gouvernance, vous savez, elle n'est pas directement, j'ai envie de dire, dans la vision du mouvement de redressement national. Dès lors qu'on a commencé cette mécanique et qu'elle est mise en place, c'est la bonne gouvernance en fait, c'est ça la solution. Elle arrive toute seule. Nous ne disons pas que nous voulons la bonne gouvernance, nous disons simplement que dès lors qu'on a mis en place l'arsenal administratif, politique, juridique, ben, la bonne gouvernance, elle devient l'environnement naturel et juste. Donc, elle devient une résultante. Mais cette résultante, il faut d'abord la provoquer. Donc, c'est ce résultat, mais qui commence par ce processus, c'est ce que je veux dire. Or, nous sommes dans l'amorce de ce processus, commençons par là. Et quand on aura commencé et qu'on va suivre le bon processus, le bon rythme, step by step, comme disent les Anglais, on va tomber dans cette bonne gouvernance naturellement. En fait, elle arrive tout naturellement, en fait, parce qu'elle découle toute seule. Donc, mais ça n'est pas notre objectif, directement comme ça, la bonne gouvernance. En fait, c'est un fait naturel qui viendra se produire dès lors qu'on aura commencé à marcher. C'est comme quand vous dites, par exemple, vous avez mis un enfant au monde. Ben, un enfant au monde, un enfant, quand il est né, il est là. Forcément, il va marcher. Il ne peut pas être né pour ne pas marcher. Non. Mais comment il va marcher? Vous allez lui apprendre à marcher. Et quand vous allez lui apprendre à marcher, vous allez voir qu'il marche. Ne vous précipitez pas en lui disant « faites-le marcher tout de suite ». Non, il est né pour marcher. Il est né pour ça. Bien, Monsieur Moreau, on va poursuivre step by step. Thank you. Je vous suggérerai aussi d'être un peu plus, je veux dire, ayez une communication un peu plus à proximité, justement, oui, de vos partenaires, enfin je veux dire de votre électorat, du canton qui est. Amélie Dakar, Amélie Dakar, ce n'est pas un langage bien compris là-bas. Bien, ce n'est pas un langage bien compris. Ils comprennent. On parle anglais. On va aller, oui, on parle anglais, mais... Au canton qui est, on parle anglais. Oui, le chef de canton ne parle pas anglais. Si, il parle même espagnol. Bien, ok. On est à côté de la Guinée équatoriale. Heureusement qu'il y a Marie-Viette qui est là quand même pour vous contredire sur ces aspects. Non, on parle de langue. Je sais que vous maîtrisez justement ces langues en application dans le canton qui est, et on vous attend là-dessus. On en parlera d'ailleurs en matière de culture. Alors, on va parler de l'économie à présent avec Martial Tchibinda. Très bien. Monsieur Moronguema, bonsoir. Bonsoir encore, Martial. Alors, vous placez l'individu au centre de l'économie. Tout à l'heure, je vous suivais dans vos propos avec notamment Marinette, lorsque vous parliez de l'informatique. Vous avez dit, vous au Gabon. Peut-être un lapsus. Alors, une moitié de vie en France, une autre au Gabon. Est-ce que vous n'avez pas peur de ne pas être vraiment au fait des réalités économiques de notre pays? Non, Martial. C'est-à-dire que d'avoir décidé de rentrer au Gabon en 1997, c'est par patriotisme et par amour de mon pays. Quand j'ai terminé mes études, je me dirigeais normalement, j'avais un emploi en Floride, sur la côte est des États-Unis. J'ai refusé d'aller travailler là-bas parce que tout simplement, je voulais revenir trouver mon pays et j'avais envie d'apporter une contribution au développement de mon pays. Et j'ai accepté de venir travailler dans ce cabinet d'architecture. Donc, je ne suis pas resté distant de la connaissance de mon pays, mais j'ai toujours été quelqu'un qui a un amour intense pour son pays et qui m'a amené à revenir. Et que les réalités économiques de mon pays, je les connais. Et je peux vous dire que, de la même manière que je vous ai dit tout à l'heure que la compréhension du syndrome de Stockholm, on le comprend quand vous êtes détaché. L'environnement, on le comprend, vous savez, en architecture, c'est par des échelles. Plus vous êtes en hauteur, mieux vous voyez un environnement, plus vous comprenez la chose. Et en fait, c'est quand vous êtes dans un autre pays que vous comprenez mieux le Gabon. Et d'être resté très longtemps en France m'a permis de bien comprendre mon pays. Et c'est en extérieur que vous comprenez mieux parce que vous avez même beaucoup de données.
Vous savez, en étant ici, vous n'avez pas dans toutes les bibliothèques un ensemble de choses. Et qu'on a beaucoup de bibliothèques et meilleures données là-bas. Alors, vous voulez donc développer l'économie de votre pays. Micro. Excusez-moi. Alors, on a un problème avec les micros, oui. Allez-y. Finalement, bon. C'est la régie, c'est la technique. Voilà, Il faut changer tout ça. Excusez-nous ce Ah oui, mais on désagrément. vous attend J'espère que justement vous, pour changer que tout vous ça, y verrez. Monsieur Moreau. Alors, Allez-y. 30. Voilà, vous placez donc l'individu au centre de cette économie. Que comptez-vous faire concrètement? Vous dites ici, je cite, le développement des services à la personne. Vous dites encore, notre économie devra se focaliser sur l'optimisation ou la capitalisation sur la ressource fondamentale qu'est l'individu. Alors, je vais vous redire une chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé du syndrome de Stockholm, toujours. Oui. Quand vous analysez notre pays, vous allez comprendre que vous-même, tous les Gabonais vous disent certaines choses. Vous faites l'administration. Les Gabonais se plaignent pour trouver un emploi. On vous dit que c'est les étrangers qui ont du boulot. Et ainsi de suite. Une économie, elle est basée sur les individus, les hommes et les femmes de ce pays. Quand je dis que c'est sur les hommes, je le dis effectivement parce que je veux insister et appuyer. Il n'y a pas d'hommes et de femmes au Gabon pour faire... Il avancer faut leur cette donner économie. de la matière. Il ne faut pas qu'ils soient des assistés ou alors ils soient Leur donner malades. de la matière comment? C'est quoi, la formation? De quoi vous parlez? Voilà. Il faut les former. Avant de les former, leur permettre de retrouver la dignité humaine. La dignité. Il n'y a, La dignité- pas de dignité aujourd'hui. Alors, vous savez Pour comment on obtient la dignité? Comment? Alors, il y a 10 000 ans, dans des grottes, l'être humain a compris qu'il fallait vivre. Pour exister, il fallait vivre. Il fallait se protéger de la pluie. Et que pour vivre, pour protéger sa famille, son environnement, il fallait aller chasser et pêcher. Je dis bien il y a 10 000 ans. C'est l'habitat. L'habitat qualitatif. Vous en avez, vous, au Gabon? On vous pose la question, justement, Monsieur Vous Moreau. nous dites quoi? Alors, cet habitat qualitatif n'existe pas. La grande majorité des Gabonais aujourd'hui vit dans un dénuement total. Le social, ce sera avec Martine Pity. C'est pour Je vous voudrais dire. qu'on reste sur le. Et c'est sur là, l'économique, non oui. mais c'est là, c'est par là que ça commence. Le pilier de l'économie, c'est le social. D'accord. Vous ne pouvez pas construire une maison alors que vous n'avez pas de fondation. Je suis architecte Oui, on le sait. et je vous le dis. Ça Alors- commence par là. Alors, Merci. justement, vous êtes opérateur économique. Bien vous sûr. êtes architecte. Mhm. N'y a-t-il pas là une dichotomie par rapport à la loi 1061, justement, qui interdit tout architecte d'avoir une structure telle que la vôtre? On sait que vous avez une structure de Non. construction. Non, écoutez, Donc, vous Au participez contraire. de l'économie. Comment allez-vous concilier non, il y les a- deux lorsque vous serez élu? il faut savoir, hein, le 1071, c'est le décret qui régit l'organisation de la profession d'architecture en République gabonaise. Et qui dit quoi? Je vous dis, qui régit, qui organise la profession. Oui. Donc, la profession d'architecte en République gabonaise est par principe une profession libérale. Et comme toute profession libérale, il en va de la personne qui la pratique d'abord de faire ce qu'elle entend de cette profession, donc de travailler et de trouver son temps et de s'organiser. C'est comme aussi avoir une association. Il ne m'interdit pas d'avoir une association. Faire de la politique n'est pas interdit pour un architecte. Tout comme aujourd'hui, vous le savez, toute profession libérale, aujourd'hui, c'est 2 avocats qui sont présidents de la France et des États-Unis. Ça peut être un architecte qui est président du Gabon. C'est ça. Alors, au-delà de l'individu, comment comptez-vous booster l'économie gabonaise aujourd'hui? Alors Qui je, vous ai dit, souffre. je vous ai dit que le boostage de l'industrie, de la politique de relance de l'économie gabonaise passera par la nécessité d'avoir une organisation de PME structurée. Moi-même, j'ai mené un combat pour la valorisation des PME gabonaises, où à travers la loi 181, on permet à ce que des Gabonais et des Gabonaises créent des PME. Ça a été un combat pour atteindre la possibilité d'avoir des marchés publics. Donc, il y a un ensemble de choses qui va être mis en place et d'autres à corriger. De permettre à ce que le tissu effectif de PME gabonaises emploie et donne du travail à des Gabonais
va devenir fondamentale. Mais comment allez-vous faire cela? Vous savez, et vous l'avez dit aujourd'hui, l'environnement des PME et tout ce qu'il y a de plus compliqué, notamment l'obtention des marchés, encourager les Gabonais justement à entretenir ou à développer leur PME, le financement, il y a tout cet environnement à refaire. Vous ferez quoi concrètement pour les PME, d'autant plus que vous êtes un opérateur économique, pour améliorer cet environnement? Vous savez, vous parlez à quelqu'un qui est dans ce métier. Exactement. Et qui sait exactement où se trouvent les blocages. Voilà. C'est pour cela que les Gabonais sont tout de suite. Je pense que ceux qui me regardent, ceux qui m'écoutent, savent très bien le travail que j'ai fait dessus. Les ministères, les différents ministères ou ministres qui ont occupé ces postes savent très bien que nous avons des solutions. J'ai des solutions pour ça. Le grand refus qui a souvent consisté à ne pas vouloir à ce que des Gabonais et des Gabonaises obtiennent des marchés publics, c'était simplement pour ne pas leur permettre de pouvoir être autonomes et indépendants. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que la formation des Gabonais et des Gabonaises leur permettre de retrouver la dignité. Vous savez, je vous ai dit qu'il veut aller loin ménage sa monture. Oui. Et pour construire un édifice solide, il faut aller commencer ça par les fondations. Mais avant de fonder, il faut aller faire de l'exploration. Donc je saurai à quel niveau j'irai chercher. Et ensuite, après, on va monter notre mur. Serait-ce à dire qu'aujourd'hui, les projets d'entreprise qui sont proposés ne sont pas assez structurés, ne sont pas assez consistants? Il faudrait reformer nécessairement les gens? Je pense qu'il y a... Il n'y a pas de PME en attente? Vous savez, des Gabonais ont été fatigués. Nous sommes une jeune démocratie, un jeune pays qui naît à partir de 1960 et qui, à un moment donné, doit tout de suite s'arrimer comme ça au concert des nations, être compétitif sur le marché. Et en même temps, alors que nous sommes dans cette turbulence internationale, financière que vous voyez, se trouve encore là-dessus une oppression, un manque de liberté et une vie dont vous savez qu'il y a aujourd'hui la plus exécrable. En tenant compte justement de tout ça, je ne vous interromps pas, même si je le fais, mais pour notamment. Plus de facilité à l'accès à l'information, aux éclaircissements, qu'est-ce que vous feriez le 30 août prochain, dès que vous êtes élu président de la République, en tenant compte de tous ces environnements? Vous savez, dire ici ce que je ferai n'est pas pour moi ici de venir dévoiler un quelconque projet. Je suis venu ici pour vous dire que... Parce que je ne vais pas vous dévoiler toute ma stratégie. Pas à nous, hein, c'est non, mais au non peuple. Plus, non, je ne peux même pas non plus la dévoiler au peuple. Je suis venu dire au peuple gabonais que je suis un homme capable de faire ça et que c'est possible. Je ne suis pas venu ici parce que, vous savez, avant de remettre mon projet de société ou notre vision du monde, j'ai dit à un autre média, un de vos collègues, que j'aurais bien voulu qu'il y ait ce qu'on appelle une authentification des projets ou des idées. Parce que se trouve dans ce pays le trop grand nombre de plagiats. Ou d'aucuns, parce qu'on vous a vu écrire ou dire quelque chose, vont directement le prendre. On aime bien pomper dans notre pays. Et c'est devenu la mode. Donc, me demander ici des questions et vouloir que je donne des solutions à tout, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas dire. Mais je connais des solutions. Maintenant, j'ai atteint un niveau où je préfère qu'on consulte un expert qui sait de quoi il s'agit. Trop souvent, les experts, même quand ils savent, on ne veut pas savoir les consulter. Maintenant, je rappelle aux téléspectateurs que vous avez beaucoup d'experts au mouvement de redressement national unioniste, on en a beaucoup. Dans votre, voilà. Donc, en principe, ça devrait quand même vous permettre de donner ne serait-ce qu'une petite esquisse parce que... Le Gabonais a compris. Sans entrer dans les profondeurs Non, extrêmes. Le Gabonais a compris. Je vous ai dit, de la même manière que je vous ai indiqué qu'immédiatement quand je suis président de la République, je vous ai dit clairement que mon mandat, comment il va être, et au bout d'une année, nous avons fait... Monsieur Massala est quelque part dans la... Voilà, un des rédacteurs qui ont écrit, n'est-ce pas que nous avons un plan des 100 premiers jours? Il faut dire à haute voix. Bien, alors il accepte. Monsieur le Président, Martial, continuez s'il vous plaît. L'une des stratégies, sans vous trahir, vous envisagez notamment l'élargissement de l'espace économique par l'intégration régionale. Oui, ça aussi, vous savez... ça touche un peu la diplomatie. Voilà. Ça touche un tout petit peu les relations de bon voisinage. Justement, est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel de notre économie, le Gabon pourrait supporter cette intégration régionale? Parce que je pense que si on va sur le marché régional, il faudrait avoir quelque chose également à proposer. Non, vous savez, nous sommes malheureusement dans un débat où peut-être sur le plan de nos différents pays, une espèce de discours où alors des accords n'ont pas été bien compris. Que ce soit au Cameroun, en Guinée équatoriale, à Sao Tomé à côté, ou au Congo, qui sont nos pays voisins, et le Tchad, nous sommes tenus
inexorablement de vivre ensemble. Et excusez-moi, je vous interromps pas. Ce que je veux dire, je vais peut-être reformuler ma question. Est-ce que, avant d'envisager le régional, on ne devrait pas d'abord bien structurer le national sur le plan économique? mais ça coule de source. Comment cela? Ça coule de source. Mais je n'ai pas dit là-dessus qu'on va aller... Ça fait partie des grandes visions. Oui. C'est-à-dire que quand vous avez... c'est le président Bongo qui disait que si vous ne voulez pas que le feu... Enfin, quand vous voyez le feu chez votre voisin, allez l'éteindre parce que ce feu peut un jour venir chez vous. Je crois un truc de ce genre. C'est ça, non, Mathieu Koumba? Oui, en gros, c'est ça. Écoutez, c'est vous qui énoncez, moi je vous regarde, Non, je et vous c'est vous rassure, qui c'est ça, en informez gros. le peuple gabonais.